Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous êtes bien sur Al Mouatine TV. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette 10e émission. Vous connaissez le principe. Nous accueillons des hommes et des femmes qui, à leur manière, créent, innovent, en tout cas contribuent d'une certaine manière à élever le débat dans la société. Ça tombe bien, j'accueille donc aujourd'hui deux invités qui vont évoquer évidemment leur actualité, mais également nous parler des projets qu'ils mènent en ce moment. Nous allons commencer par une dame, une femme de cœur et d'engagement. Je suis heureux d'accueillir Latifa Haït Bala. Elle est présidente de l'Institut libéral de formation et d'animation culturelle. Elle est présente ici même avec nous et nous allons évidemment nous entretenir au sujet de cette institution. Je précise par ailleurs qu'elle est la vice-présidente de MR International, mais aussi vice-présidente de MR Femmes. Sur ce même plateau, Victor Katmeli, il est le président du comité de développement du Cameroun. Il organise du 25 au 28 avril prochain la mission économique belgo-africaine, Europe-Afrique, et ce sera donc avec des opérateurs économiques qui viendront pour examiner les possibilités d'investissement, notamment sur le continent africain. Je me tourne vers vous, Latifa Haït Bala. Je suis heureux de vous accueillir sur le plateau de cette émission. Je voudrais d'abord, d'un mot peut-être pour ceux qui ne connaissent pas exactement l'ILFAC, de quoi s'agit-il et surtout, quels sont ses objectifs? Bonsoir Henri. Alors, l'Institut libéral de formation et d'animation citoyenne et non pas culturelle a le statut d'association, comme je viens de le dire. L'objectif de notre association est d'organiser toute une série à la fois de débats citoyens, mais également de formation à l'attention des adultes dans toute une série de domaines, sur des questions et des problématiques sociétales, mais également sociales. Alors, on l'a vu en tout cas dans les conférences que vous avez eues à organiser ces derniers mois notamment, vous vous appuyez surtout sur l'actualité. Notamment, il y a eu une conférence, je pense, sur l'accompagnement des mineurs, donc les mineurs non accompagnés. Vous avez également fait un focus notamment sur les femmes et en parlant évidemment des plus jeunes d'entre elles. Je crois savoir que vous organisez dans quelques jours, ce sera je pense le mercredi 18 avril, une conférence intitulée donc avec Mohamed Bachiri qui a écrit Djihad de l'amour et dont l'épouse a été malheureusement l'une des victimes des attentats de mars 2016. Alors, lorsque vous rebondissez comme ça sur l'actualité, que vous invitez des personnalités qui, d'une certaine manière, ont essayé justement de contribuer à leur manière par des témoignages à rappeler, je dirais, les faits, quels sont les objectifs que vous poursuivez à travers cela ? Alors, en effet, nous organisons en moyenne 2 conférences, 2 débats citoyens par mois. L'objectif est évidemment de développer l'esprit critique de nos concitoyens parce que je crois qu'à travers le prisme de l'actualité, il y a toute une série, à mon avis, je dirais, de réflexions qui doivent être menées avec un peu plus, en tout cas menées de manière beaucoup plus approfondie. Alors c'est vrai que les thématiques sont choisies de manière à coller davantage à une certaine actualité parce que évidemment je crois que si on veut faire en sorte que nos concitoyens prennent part au débat citoyen, au débat qui les concerne, il faut que ce soit évidemment des sujets pour lesquels ils ont une certaine, je dirais, proximité. Et donc, raison pour laquelle nous organisons donc prochainement, le 18 avril 2018, à 19h au siège de l'ILFAC, un débat citoyen, donc c'est beaucoup plus sous forme d'échange, avec M. Bachiri. Pourquoi M. Bachiri? Parce que tout simplement, et tristement, la Belgique a été frappée dans sa chair. Plus de 32 morts à déplorer, plus de 350 victimes. Oui. Au nom de quoi? Au nom d'un djihad pour certains. Oui. Et ce que je constate, c'est que heureusement, nous avons des voix qui s'élèvent pour dire qu'il y a il y a plusieurs lectures du djihad. Et aujourd'hui, M. Bachiri, comme d'autres, prennent leur bâton de pèlerin pour mener un combat qui est un combat profondément citoyen. Et ça, c'est fondamental. Il vient en parlant du djihad, non pas le djihad contre quelqu'un, mais le djihad pour construire, pour s'émanciper au sein de la société. Alors, c'est vrai que son combat est extrêmement difficile, comme je l'ai dit, parce qu'il a perdu un être très cher, son épouse.
Et donc, je crois qu'il est aujourd'hui important de l'aider dans le combat qu'il mène et qu'il puisse aussi porter cette voix qu'on n'entend pas suffisamment. Il y a toute une série de projets qui sont portés notamment par certaines autorités politiques en matière dite de déradicalisation. Et moi, je constate à regret qu'on investit énormément d'argent dans des projets qui, à mon avis, ne mènent absolument à rien. Mais en revanche, des actions comme celles menées par M. Bachiri sont beaucoup plus porteuses. Donc on est vraiment beaucoup plus aux citoyens. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de pouvoir investir dans ce type d'action et d'investissement. L'interpellation des consciences, c'est aussi l'une des tâches justement de l'ILFAC. Sur le plan économique, il se trouve que vous, Victor Kakleni, vous interpellez aussi les consciences, puisque vous essayez de faire en sorte que les investissements soient beaucoup plus importants en Afrique, et vous voulez aussi développer au sein de l'Afrique une coopération entre les pays d'Afrique, pour ne pas dire coopération sud-sud. Donc c'est le sens même de cette mission économique Europe-Afrique qui aura lieu donc du 25 au 28 avril prochain. Vous attendez un grand nombre d'entrepreneurs, d'investisseurs potentiels. Quels sont les objectifs que vous poursuivez à travers cette initiative? Oui, disons que le comité de Tchétchen, tout d'abord, va vous remercier pour avoir invité dans ce plateau. Disons, le comité de développement du Cameroun a pour mission principale de rassembler compte tenu du contexte économique mondial, également des jeunes aujourd'hui maintenant qui n'arrivent pas à s'en sortir, dont le but principal d'abord c'est l'entrepreneuriat socialement responsable. C'est-à-dire nous apprenons maintenant les jeunes à apprendre à se débrouiller à travers maintenant l'entrepreneuriat. C'est-à-dire ils doivent apprendre. Aujourd'hui ce n'est plus le hasard. Nous sommes au XXIe siècle. Et compte tenu maintenant de l'effet migratoire et même des Belges européens qui chôment, nous essayons maintenant de créer des opportunités d'affaires pour des Belges au niveau de l'Afrique et de les mettre maintenant en contact avec des entrepreneurs africains. Puisque compte tenu de la mondialisation, ça c'est très important. C'est le but maintenant de cette mission économique. C'est-à-dire inviter les opérateurs économiques africains, les mettre en contact avec les opérateurs économiques belges. Autrement dit, l'ouverture à l'international. Alors vous voulez stimuler l'entrepreneuriat, et c'est-à-dire qu'au cours de ces 4 jours, un focus sera consacré à la jeunesse? Oui, effectivement, il y a un focus à la jeunesse. Le samedi 28, là, on parlera de l'entrepreneuriat jeune. On parlera maintenant du montage d'un plan financier. D'ailleurs, c'est même mes domaines de compétences. Donc, je fais même du coaching d'affaires. Donc, ce jour, on va devoir beaucoup faire de termes sur l'entrepreneuriat jeune. Comment également monter son plan financier. Mais en même temps, de l'accompagnement. Alors, vous représentez à votre manière une certaine diaspora africaine qui agit au départ de la Belgique et qui prend des initiatives. Est-ce que c'est toujours facile pour un membre de cette même diaspora de pouvoir attirer précisément ici en Belgique des entrepreneurs africains, d'ailleurs d'où qu'ils viennent, pour justement concrétiser ce vœu que vous venez d'exprimer? Oui, disons c'est pas facile parce que bon, ils ont leur niveau de vie, compte tenu également du développement en Belgique qui a déjà beaucoup évolué. Nous sommes déjà presque à la croisière de l'innovation. L'une de nos missions également, c'est de former ces entrepreneurs, c'est de leur faciliter maintenant les tâches pour l'innovation. C'est pourquoi nous les permettons à l'ouverture à l'international en leur donnant des conseils. Comment s'ouvrir à l'international? Ça fait d'ailleurs l'une des thématiques lors de cette mission. Donc nous les apprenons maintenant comment s'ouvrir à l'international, comment négocier un partenaire. Nous représentons en même temps les entreprises pour les faciliter maintenant les contacts avec les entreprises belges pour des win-win. Alors, les entrepreneurs issus de la diaspora qui évoluent ici au niveau de la Belgique, qu'est-ce que vous leur délivrez comme message? Est-ce que vous les encouragez à entreprendre dans leur pays d'origine, ou est-ce que vous leur dites, écoutez, vous êtes déjà ici sur place, essayez de consolider ce que vous faites ici pour éventuellement faire en sorte que vos entreprises puissent se développer? Écoutez, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs africains qui sont ici au niveau de la Belgique, au niveau de l'Europe, je pense qu'ils ont vraiment une grande chance de mieux réussir en Afrique ici. Puisque aujourd'hui, en Belgique, tout comme en Europe, c'est saturé. Mais en même temps, ils ont des difficultés parce que dans beaucoup de témoignages qui convergent d'ailleurs, on se rend compte que cette même diaspora qui agit dans son pays d'origine est parfois confrontée à des difficultés. Il y a une forme de méfiance, il y a un matraquage fiscal, il y a un certain nombre d'écueils
qui rendent justement cet investissement difficile, alors que l'on privilégie les investissements chinois, indiens, turcs et autres. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Non, mais disons que même ici en Belgique, rien n'est facile, mais on doit apprendre. On doit apprendre ce qu'on appelle l'intégration. Il faut commencer et après maintenant il faut s'adapter. Étant en Belgique ou un entrepreneur en Belgique, il a dû s'intégrer en Belgique. Ayant oublié maintenant son origine depuis, il a perdu un repère. Donc il doit d'abord faire un pas comme vacances, voir maintenant le climat des affaires, s'acclimater. Deuxième fois maintenant, vraiment pour l'étude du marché. Et pas à pas, là il va s'acclimater. Parce que en Belgique, on paie les impôts, il y a la fiscalité. Dans ce pays aussi, il y a de la fiscalité. Mais on doit s'intégrer. Les Chinois qui viennent en Afrique, chez eux, ils viennent en Afrique, ils s'intègrent d'abord. Les Belges ou les Français qui agissent en Afrique, ils partent d'abord, ils s'intègrent. Donc, et la diaspora africaine, compte tenu du développement africain qui n'est pas encore, qui est encore au niveau informel, ils ont un pouvoir énorme dans le cadre de l'innovation. D'accord. Je reviens vers vous, pardon, Latifa Aïd Bala. Je ne l'ai pas évoqué lorsque je vous ai présenté, mais vous êtes également la présidente de Euromed CDC, qui a pour but de faire rapprocher les deux rives de la Méditerranée. Ici, nous sommes vraiment au cœur, je dirais, de ce qui constitue l'essence même des échanges entre le continent africain et européen. Donc, c'est à la fois le processus d'intégration, de coopération et je dirais, de développement. Quand vous écoutez Victor Kakmeni, qu'est-ce que cela vous inspire ? Écoutez, moi je suis ravie d'entendre ce type de projet parce qu'effectivement cela rentre tout à fait dans cette logique de construire ensemble, d'établir des ponts entre les deux rives de la Méditerranée, et c'est fondamental. Il y a effectivement des diasporas en Belgique qui ont très bien réussi, qui sont investis dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'avais d'ailleurs moi-même au sein de l'IFAC organisé toute une rencontre à ce sujet, et je crois que c'est fondamental de rappeler que ces jeunes issus des diasporas sont de réelles plus-values économiques. Elles sont aussi de réelles plus-values dans d'autres domaines, mais en tout cas ici nous parlons de l'aspect économique et je crois que c'est vraiment fondamental. Il y a des niches sur le plan économique ici et il faut les investir, et je pense qu'elles ne sont pas assez investies. Je pense que beaucoup ignorent encore les... C'est par ignorance ou est-ce qu'il y a aussi, je dirais, de la part des pouvoirs publics, une volonté peut-être de ne pas trop communiquer là-dessus ? Moi je crois que tout simplement, il y a certainement un problème de communication. Au contraire, les pouvoirs publics mettent en place toute une série de dispositifs qui visent justement à permettre à ce que les uns et les autres puissent investir dans l'entrepreneuriat, mais malheureusement, il est vrai qu'on a encore ce sentiment que entreprendre, c'est difficile, ça demande de s'investir à titre personnel, investir énormément d'argent, etc. Or, je pense qu'on peut tout à fait sortir, surtout des personnes qui aujourd'hui sont au chômage, sont au CPAS, il y a des possibilités de pouvoir s'en sortir. Évidemment, ce n'est pas facile, mais il faut aussi aller à la source de l'information, et je pense qu'une initiative comme celle-là permet justement d'obtenir certains éléments pour pouvoir investir dans l'entrepreneuriat en Belgique, mais je vois que ça concerne également le Cameroun, donc les pays d'origine. Tout à fait. Et je pense qu'à cet égard-là, il y a effectivement un potentiel qui est énorme. Comme dit M. Louis Michel, l'Afrique est l'avenir de l'Europe. Et donc, il y a un travail, un potentiel énorme à investir. Et je crois qu'en termes de développement, il y a vraiment des ponts à établir, des ponts économiques. Et je suis convaincue que l'avenir sera dans ce travail ensemble et non pas les uns à côté des autres. En même temps, et cette question, je vous la pose à l'un et à l'autre, on a quand même aussi le sentiment que le discours que vous venez de tenir, qui est un discours tout à fait volontaire et tout à fait de bon sens, se heurte quand même à la réalité du terrain. C'est-à-dire que ça prend du temps, hein, forcément, pour que les consciences soient effectivement interpellées et que l'on voit l'amorce d'un début, je dirais, de changement. Comment peut-on vaincre ces résistances qui font que lorsque vous vous lancez dans une entreprise de ce type, par exemple, eh bien, vous avez quand même le sentiment que les choses n'avancent pas au rythme que vous souhaitiez? Est-ce parce que c'est culturel? Est-ce qu'il y a des différences insurmontables? Qu'est-ce que cela vous inspire à l'un et à l'autre, ce type de difficultés qui peuvent être rencontrées finalement, Victor Kakmeni? Oui, disons que ça c'est une très belle question. Et ce que je dois d'abord commencer par dire, l'entrepreneuriat, ce n'est pas de l'eau à boire. L'entrepreneuriat, c'est de la ténacité. Et un entrepreneur est un rêveur. Et un rêveur, il faut tout pour arriver à atteindre son rêve.
Aujourd'hui, ce que dans l'homme du coaching ou de formation, j'insiste, pour ceux qui veulent oser, ils doivent se former. Parce que certains, par exemple, quand je parle par exemple de la sensibilisation à la création d'entreprises, certains pensent parce que quand tel roule avec une grosse voiture, il va aller travailler aussi, il va aller créer aussi avoir une grosse voiture. Ou bien peut-être il entreprend, peut-être parce qu'il a un salaire, je ne sais pas, de 1 000 €, il veut travailler pour avoir, je ne sais pas, 2 000 €. Mais non, il faut d'abord avoir la passion. Il faut avoir la passion sur ce qu'on est en train de faire. Autrement dit, il faut rêver. Et un rêveur, il est capable de créer un avion, voler, et en haut maintenant il se laisse débrouiller. Oui, mais en mesurant des risques. Est-ce qu'un rêveur peut garder les pieds sur terre? Parce que c'est aussi mais ça, écoutez, il faut mesurer les risques. Quand on dit voler ou voler en l'air ou risquer, c'est pas aller vous jeter dans la mer en disant si vous ne savez pas nager. Il faut se former. Donc je tiens à la formation. Parce qu'on parle déjà de l'entrepreneuriat. Il faut savoir ce que c'est que de l'entrepreneuriat. Savoir au moins la base fondamentale de la gestion. Parce qu'on n'achète pas. Par exemple, la fois dernière, j'ai organisé une conférence sur l'entrepreneuriat. Il y avait des jeunes étudiants. J'ai cité un exemple, par exemple, de commerce, d'un acte de commerce. Ils achètent un pain, par exemple, disons à 1 €, ils vendent à 1,50 €. Je dis, c'est quoi le bénéfice? Il me dit, le bénéfice, c'est 50 cents. C'est faux. 50 cents, par exemple, c'est la marge bénéficiaire. Et dans cette marge bénéficiaire, il y a l'électricité, il y a toutes les charges, il y a votre salaire. Donc vous pouvez vendre le pain à 2 €, vous perdez. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut se former. Il faut se former. Alors précisément. C'est pourquoi maintenant, lors par exemple de cette mission économique, nous parlons d'entrepreneuriat. Nous parlons de la gestion économique. Nous parlons de la gestion des frais. Nous parlons des charges. Alors précisément, Latifa, vous présidez un institut de formation et d'animation citoyenne, c'est-à-dire que ce qui vient d'être dit vous parle bien évidemment. Est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'aujourd'hui, on a la patience nécessaire pour se former quand on voit la vitesse à laquelle la société évolue aujourd'hui, les besoins qui sont sans cesse créés, les tentations qui sont de plus en plus grandes et surtout le fait que nous soyons dans un contexte de société mondialisée, voilà. Absolument. Alors c'est vrai que quand on vit dans un monde où l'instantané finalement règne. Absolument. Où effectivement, et donc oui, évidemment, dans ce monde-là, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas évident de se dire il faut investir, mais on n'a pas le choix. On doit cultiver ce travail pour pouvoir aboutir à un objectif bien particulier qui est celui d'entreprendre. Il y a toute une série de dispositions qui existent. Et les institutions, qu'il s'agisse d'institutions en Belgique ou bien dans les pays d'origine, parce que je pense par exemple au Maroc, le Maroc fait tout un travail de sensibilisation à l'intention de la diaspora marocaine, à la fois via le ministère en charge des Affaires étrangères, le ministère en charge des Marocains de l'étranger, que ce soit évidemment via les ambassades et les consulats. Il y a toute une série de rencontres qui sont programmées à l'intention justement de la diaspora marocaine, de manière à leur expliquer un petit peu quelles sont les démarches à entreprendre si l'on veut justement s'engager dans l'entrepreneuriat dans les pays d'origine. Donc, voilà, je veux dire, ce sont des pratiques qui existent, mais encore faut-il aussi que chacun et chacune veuille bien intégrer ce type de système. Donc, à un moment donné, c'est aussi une question de volonté. Vous avez parlé d'effort, mais bien sûr qu'il faut... On doit être dans la culture de l'effort, dans la culture du travail. Sans cela, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas avoir sa place sur le plan économique au sein de la société. Je crois qu'il faut vraiment en prendre conscience. Alors, Victor Kakmeni, l'heure tourne, donc on va revenir peut-être dans le détail de cet événement important qui se fera donc du 25 au 28 avril. Quels sont les temps forts de cette mission économique que vous organisez? Disons dans un premier temps, comme le nom l'indique, c'est une mission économique belgo-africaine. Donc l'objectif principal, c'est de relier les opérateurs économiques belges aux opérateurs économiques africains. Vous n'excluez pas les Européens, j'imagine. Bon, non. Comme je dis, quand on dit déjà Belgique, ça c'est déjà européen. Si la Belgique est située dans l'Union européenne, ça c'est clair. Si on dit la France, la Belgique est dedans, puisqu'il y a quand même une réglementation économique qui relie tous ces pays au sein de l'Union européenne. Donc la mission économique est, en principe, est ouverte
à tout le monde. D'accord. Il n'y a pas d'exclusivité, c'est ouvert à tout le monde. Alors qu'est-ce qui est prévu? Donc des conférences, des rencontres, du networking? Oui, il y a des conférences. On veut dire, il y a par exemple des B2B. D'accord. Entre des entreprises du Sud, c'est-à-dire africaines et européennes, et même européennes, et même africaines. C'est une opportunité de rencontre. D'accord. Il y a également la rencontre de la diaspora africaine, qui est située le 28, samedi le 28. Donc dans la matinée, c'est la rencontre de la diaspora africaine. Et le thème, c'est quoi? C'est l'innovation africaine. Quelle mission pour sa diaspora? C'est déjà au moins ce que la diaspora a étudié ici, des diverses formations, ils ont un rôle à jouer pour le développement ou pour l'innovation de l'économie africaine. Alors comment peut-on... Oui, allez-y. Oui, et à travers cette initiative, la fois dernière, nous avons vu ici de l'immigration, des Africains qui meurent pour les traces de la mer, et à travers cet esprit d'entrepreneuriat, nous on peut stopper cela. Parce qu'ils viennent ici en croyant, parce qu'ils sont un peu limités, en croyant que peut-être l'Europe c'est le paradis, pourtant. Alors, comment peut-on accéder à ces informations? Est-ce que vous avez créé des pages événements? Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut prendre l'information? Effectivement, notre site web c'est www.codecamp.be. Et à travers ce site, il y a les liens maintenant pour l'événement, le programme, les fiches d'inscription. Donc on peut s'inscrire directement à travers ce site-là. www.codecamp.be. Parfait. Latifa Aït-Bala, je rappelle les 2 prochaines conférences organisées par l'ILFAC, l'Institut de formation et d'animation citoyenne, le 18 avril à 19h avec Mohamed Bacheri, qui a écrit Djihad de l'amour. On rappelle là, donc ce sera au siège de l'ILFAC, vous allez nous donner l'adresse. Et le 26 avril 2018 à 19h, c'est une conférence sur l'euthanasie. Absolument. Alors, sujet gravissime, on va le dire. Vous recevez le professeur Brocci et le docteur Philippe Lebec qui pratiquent l'euthanasie. C'est un sujet sensible quand même. C'est un sujet extrêmement sensible. Il faut savoir qu'en Europe, je dirais même à travers le monde, il y a très peu de pays qui aujourd'hui ont dépénalisé la question de l'euthanasie. C'est le cas de la Belgique. C'est le cas de la Belgique depuis 2002. Le Luxembourg a également dépénalisé, les Pays-Bas. La Suisse est encore bien plus en avance en termes d'euthanasie, puisque là, on n'a même pas besoin d'avoir une assistance médicalisée, donc ce qui est évidemment beaucoup plus... Enfin, ils ont en tout cas une approche assez particulière par rapport aux autres pays, et notamment par rapport à la Belgique, où vraiment, là, il y a tout de même un suivi en présence de médecins. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que tout simplement, il y a quand même plus de 2% de décès en Belgique annuellement, par euthanasie. Donc 2% de décès d'euthanasie, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a une législation qui existe, mais néanmoins, beaucoup de personnes se posent, et notamment nos membres, se posent des questions, parce que justement on parlait d'information, et je crois qu'il y a une absence de communication, il y a une absence d'information, et ce genre de débat permet justement d'avoir l'information utile pour les personnes qui sont intéressées par la problématique, peut-être à titre individuel ou simplement parce qu'elles éprouvent le besoin d'accompagner un membre de la famille ou un proche. Tout à fait. Qui souhaite être accompagné et éventuellement euthanasié. Quelles sont les conditions pour participer à vos conférences, Latifa Aït-Bala? Est-ce que vous avez site, adresse mail, etc.? Alors, nos conférences sont ouvertes à tout public, pas seulement à nos membres. Nous avons évidemment un site ilfac.be. On peut également téléphoner au secrétariat au 02 550 95 et puis s'inscrire. Mais il n'y a absolument aucune condition particulière. Alors, les conférences sont organisées au siège de l'ILFAC, au 84 avenue de la Toison d'Or, à 1060 Bruxelles. C'est noté, nous arrivons au terme de cette émission. Nous allons conclure avec une question d'actualité. Depuis quelques jours, les prises de position et initiatives se multiplient. Depuis donc l'annonce faite par le parti Islam d'instaurer la charia en Belgique, en tout cas un État islamique. C'est peu dire que la réaction ne s'est pas fait attendre de la classe politique, puisque désormais plusieurs partis politiques réclament ni plus ni moins l'interdiction de ce parti. Je me tourne vers vous, Latifa Aït-Bala.
que vous inspirent les propos qui ont été tenus par les différents responsables du parti Islam quant à l'instauration de la charia et d'un État islamique en Belgique? Alors je dirais d'abord que la polémique autour d'abord à la fois de ce parti Islam, mais également la fièvre qui s'en est suivie récemment, la fièvre médiatique, la fièvre politique, est particulièrement interpellante parce que quelque part, elle dénote que nous sommes dans un système démocratique qui est très mal à l'aise avec ce parti Islam, et pour cause parce que quand on sait ce que représente l'État islamique, je pense qu'on ne peut qu'avoir des frayeurs. Donc moi je m'aligne évidemment avec toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui élèvent leur voix pour dire non à un parti islam en Belgique. Faut-il l'interdire par exemple? Alors aujourd'hui je suis pour l'interdiction de ce parti, tout en sachant malheureusement que les dispositions législatives ne permettent pas aujourd'hui de l'interdire. Que faut-il donc faire dans notre démocratie? Puisque le problème, c'est que notre démocratie est en danger. Je dirais qu'il y a péril en la demeure aujourd'hui. La situation est extrêmement grave. Comment est-il possible qu'un parti politique, d'abord, s'appelle Islam, ce qui est interdit dans certains pays d'origine? Si je songe au Maroc, il n'est pas possible aujourd'hui de créer un parti politique qui s'appelle Islam. En revanche, dans un État démocratique comme la Belgique, eh bien, au nom de toute une série de libertés, des libertés qui, justement, permettent de créer ce type de parti. Mais il faut savoir que notre démocratie est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise, dans la mesure où nos libertés servent à saper cette démocratie. Je crois qu'on doit vraiment en avoir conscience, profondément conscience. Moi, j'en appelle vraiment un réveil des consciences. Ce parti politique qui dit représenter les musulmans ne représente pas les musulmans. Les musulmans, dans leur très grande majorité, ne sont pas favorables à un parti islam. Ce sont d'abord des citoyens. Je pense que ça c'est fondamental. Il n'est pas question aujourd'hui de jouer sur la fibre identitaire ou sur la fibre ethnique ou sur la fibre religieuse pour mettre en place un parti politique. Mais peut-on interdire un parti politique qui a concouru aux dernières élections communales donc de 2012 Absolument. Et qui annonce déjà plusieurs listes dans différentes villes, hein. On peut peut-être citer les villes, on parle notamment de Verviers, enfin bon, en tout cas, s'ils sont vraiment en train de vouloir s'implanter dans ces différentes villes. La question relative à la femme aussi, je pense, a suscité pas mal de réactions. Oui, absolument. Mais je crois qu'on a minorisé en 2012 la capacité de ce parti. Bon, entre-temps, évidemment, il y a eu l'État islamique. On a été victime en Belgique, notamment. Ils ont surfé sur une mode, à votre avis? D'attentats, comment dites-vous? Ce parti a voulu surfer sur une mode, selon vous? Sur un ressentiment, peut-être? En tout cas, je pense qu'il surfe sur un malaise qui est identitaire, qui existe, certes, mais ce n'est pas une raison pour en arriver soit à commettre des attentats ou à créer un parti islamique. Je pense qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui pour satisfaire les revendications de nos concitoyens, parce que ce sont des revendications qui sont d'abord citoyennes. Donc, lorsque ce parti se positionne comme étant un parti qui souhaite, ou en tout cas qui cultive sa fibre islamique, là, je crois qu'il y a vraiment danger. Il s'adresse d'abord aux musulmans, mais attention, son projet est la mise en place d'un État islamique. Donc, finalement, les musulmans ne sont que le piédestal par lequel il va pouvoir accéder à un projet politique qui dépasse largement les musulmans. Donc les musulmans, en réalité, dans ce projet politique, ils sont instrumentalisés. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège. Aujourd'hui, leur seule préoccupation, c'est la mise en place d'un État islamique avec la charia comme fil conducteur. Alors évidemment, ils ont leur lecture de la charia, il y en a évidemment d'autres. En tant que féministe, moi je ne peux que m'insurger évidemment contre les propos qui ont été tenus à la fois par les différents responsables du parti islam. Moi j'ai regardé également leur projet citoyen, leur charte. C'est assez effarant de voir que pour eux, le seul modèle qui puisse exister de femme, ce ne peut être qu'une femme voilée. Et en dessous, il est marqué respect. J'ai tout le respect pour les femmes voilées, mais ici, leur objectif, c'est de voiler tout le monde. Alors je suis navrée, mais dans un pays comme la Belgique et en Europe de manière générale, et je dirais même au Maroc, en Iran, on voit comment les femmes aujourd'hui se battent pour exiger le principe d'égalité de manière pratique. Pas seulement dans des textes,
mais également dans la pratique. On se bat encore aujourd'hui en Belgique, et ça a été un travail et un combat, je dirais, de dizaines et de dizaines d'années. Et on a un parti islam qui aujourd'hui a envie de balayer tout ça d'un revers de main, et puis nous imposer la charia, leur lecture de la charia et d'un parti islamique. Dernière question, Latifa Aïd Bala. Est-ce que vous avez le sentiment, aujourd'hui, au nom de ce parti, que ce parti viole la loi? En tout cas, ce parti viole des principes fondamentaux, et notamment le principe d'égalité homme-femme qui nous est cher. Et ce parti, aujourd'hui, nargue la démocratie belge, puisque c'est un parti qui se dit démocratique. Il va arriver par la voie démocratique pour nous instituer une dictature islamique. Et ça, c'est non. Merci infiniment Latifa Aïd Bala pour votre réaction par rapport donc à ces prises de position du parti islam. Je me tourne vers vous, Victor Kakmeni, même question. Qu'est-ce que cela vous a inspiré? Vous êtes un homme, vous êtes citoyen belge. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué dans ce qui a été dit ces derniers jours? Disons, nous sommes dans un pays de droit et de liberté. Et vu ce que j'ai constaté dans cette déclaration, je pense que c'était quand même horrible. Parce que disons que si je peux encore me référer à l'histoire, parlant de l'esclavage, où on doit avoir le train des femmes ou bien la place des femmes là-bas, la place des hommes là-bas, je peux vous dire vraiment, c'est d'abord horrible. Nous sommes au XXIe siècle et les choses pareilles, on ne peut pas admettre. Cela signifie que vous ne pouvez pas marcher ensemble. La femme doit avoir sa place dans le train, l'homme doit avoir sa place. C'est ce que dit ce parti. Pour vous dire tout simplement que je suis déçu, mais ça ne doit pas se faire dans un pays démocratique. Nous sommes au XXIe siècle. Merci infiniment, Victor Kakmeni. Je rappelle que vous êtes le président du CODECAM, comité de développement du Cameroun. Merci à vous, Latifa Aïd Bala, présidente de l'Institut libéral de formation et d'animation citoyenne. Vous êtes également vice-présidente de MR International et Femmes. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve très prochainement sur le même plateau d'Horizon Intellectuel sur Al Mouatine. À très bientôt.